Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. À la une de l'actualité, Madagascar poursuit ses efforts dans la modernisation du secteur énergétique. Le pays participe au sommet africain dédié à l'énergie. À cet effet, le président Andradouel est arrivé aujourd'hui en Tanzanie à la tête d'une délégation pour assister à cette grande rencontre visant à améliorer la production et l'accès à l'électricité pour les populations africaines. Judicaël Rangenerin, Andradjanjabé. Plus de 1000 participants, des chefs d'État, des dirigeants gouvernementaux, de grands entrepreneurs privés et des bailleurs de fonds internationaux se réunissent à Dar es Salaam, en Tanzanie, pour ce sommet Mission 300 consacré à la transformation du secteur énergétique en Afrique. L'objectif de cette rencontre est de relever le défi de fournir de l'électricité à 300 millions d'Africains d'ici 2030. Le président malgache Andradouel n'est sur place. La participation de Madagascar à cette mission 300 revêt une importance capitale car le taux d'accès à l'électricité dans le pays reste faible à seulement 36%. Les infrastructures de production d'électricité de la Jirama ne fonctionnent actuellement qu'à la moitié de leur capacité. La quasi-totalité de l'électricité produite provient des barrages hydroélectriques. De nombreux efforts ont déjà été réalisés par le gouvernement sur une courte période, augmentant la production d'énergie hydraulique à 126 MW grâce à la construction en cours du barrage d'Akazbe. Par ailleurs, le pays progresse dans la mise en place d'une production solaire de 250 MW. La participation à ce sommet en Tanzanie est importante car elle permettra de discuter des solutions technologiques et des financements nécessaires pour combler les lacunes en matière d'approvisionnement énergétique en Afrique. Madagascar fait partie des pays qui signeront un accord rétablissant une feuille de route pour la modernisation du secteur énergétique. L'énergie figure parmi les priorités et est déjà intégrée dans la politique générale de l'État. Demain, le président Andradouel prendra la parole pour présenter la situation énergétique à Madagascar ainsi que les solutions envisagées pour l'améliorer. Le président est accompagné dans cette délégation malgache à Dar es Salaam du ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures, Jean-Baptiste Olivier, et de la ministre de l'Économie et des Finances, Rinja Asmbel Rabarnirinarson. Et toujours à l'étranger, Madagascar fait partie des pays soumis à l'évaluation sur les droits de l'homme. Ce processus appelé examen périodique universel EPU se déroule à Genève jusqu'au 31 janvier. La délégation malgache est conduite par le ministre de la Justice et le ministre de la Sécurité publique. Cette évaluation permet de mesurer la situation du pays en matière de droits de l'homme et d'examiner les efforts déployés pour leur mise en œuvre. Les détails. Aujourd'hui, Madagascar participe à l'évaluation internationale des droits de l'homme à Genève. L'objectif est de mesurer le respect des droits humains et l'application des normes internationales en matière de protection des individus. Ce processus vise à examiner les actions des États membres pour renforcer et protéger les droits de l'homme sur leur territoire, y compris les mesures prises pour lutter contre les violations des droits fondamentaux. Le rapport, présenté par le ministre de la Justice, le ministre de la Sécurité publique, ainsi que des représentants de chaque ministère, est soumis à l'examen des autres pays membres. 2019, les autorités malagasy ne cessent de renforcer l'arsenal juridique du pays, en adoptant des textes législatifs et réglementaires sur plusieurs domaines pour instaurer un environnement juridique stable, sécurisant et favorisant l'atteinte des objectifs de développement durable. Il en est ainsi de la loi 2020-006 du 1er septembre 2020 relative à la communication médiatisée. En plus de Madagascar, 14 autres pays sont également évalués au cours de cette session qui se terminera ce vendredi. En politique, les principes fondamentaux défendus par les politiciens de l'opposition visent davantage à déstabiliser le pays plutôt qu'à faire avancer Madagascar, selon le sénateur Thiebma Leo. Il affirme également que ces derniers ne savent pas utiliser la démocratie, leur spécialité étant une opposition systématique empreinte de division.
Le point avec Jean-Claude Andiamalal. Il faudra encore beaucoup de temps avant que la majorité des politiciens de l'opposition adoptent une vision orientée vers le développement de Madagascar, a déclaré le sénateur Thiebouma Léo Richard Victor, en se basant sur leurs récentes déclarations. Selon lui, la plupart d'entre eux ne se préoccupent nullement de l'intérêt du peuple, ils se concentrent uniquement sur leur propre intérêt financier. Le sénateur a également évoqué le projet d'ouverture de base Touliar. Il s'agit selon lui d'un projet majeur attendu par la population de Touliar et qu'il est inacceptable qu'une seule personne cherche à tirer profit de cette situation au détriment de la grande majorité. Les élections des maires et des conseillers municipaux se sont déroulées avec succès et il est maintenant temps d'attendre les initiatives de développement que ces élus apporteront au niveau local, a affirmé le sénateur Thiebouma Léo. Ces élections se sont tenues dans le calme, dans le respect des règles et de manière transparente, a-t-il ajouté, exhortant les politiciens à accepter les résultats proclamés. Le sénateur a appelé le peuple malgache à rester calme face aux manœuvres politiques visant à semer le trouble. Il a également exhorté les politiciens à faire preuve d'introspection et à prouver leur véritable patriotisme en cessant de chercher à détruire ce pays qui appartient à tous. Dans les actualités sociales, du riz à 750 ariars le Kapok est déjà disponible dans plusieurs marchés de la capitale. L'objectif est atteint pour l'État malagasy car les stratégies mises en place par le ministère de l'Industrialisation et du Commerce ont porté ses fruits 2 semaines après les décisions prises par le chef de l'État lors du Conseil des ministres. Le prix du riz sur le marché ne cesse de baisser depuis plus d'une semaine maintenant, selon les commerçants. Depuis vendredi dernier, le kapok de riz importé est de 750 ariars. Objectif atteint donc pour l'État, car la population achète du riz à des prix abordables dans plusieurs fukuntan de la capitale depuis quelques jours. La baisse du prix vient directement des importateurs, passant par les grossistes et arrive jusqu'aux détaillants, explique un des grossistes d'Anousvé. Il est logique pour nous de baisser le prix du riz, car le riz le moins cher à 750 ariars est disponible dans déjà presque tous les marchés. Nous avions acheté le sac de riz en provenance du Pakistan à 140 000 ariars auparavant. Maintenant, il est à 138 000 ariars le kilo et ce riz vendu à 750 ariars le kapok, nous l'achetons à 127 500 ariars le sac s'il était à 138 000 ariars auparavant. Et évidemment, les gens n'achètent que ceux qui sont moins chers, souligne ce commerçant. Ces commerçants affirment que la différence du prix d'un sac de riz atteint les 500 à 1000 ariars entre il y a quelques semaines et maintenant. 2 semaines après la décision du Conseil des ministres de baisser le prix du riz, selon les instructions du chef de l'État au ministre de l'Industrialisation et du Commerce, ce dernier poursuit son travail et renforce les stratégies pour atteindre l'objectif de stabiliser le prix du riz, surtout pour le prix du riz local à long terme. La task force riz est déjà mise en place et le ministre du Commerce continue de faire des contrôles au niveau de chaque chaîne de distribution dans toute la grande île pour des discussions mais aussi l'application de la loi et les mesures commerciales à l'encontre de spéculateurs et ceux qui font des abus. Et plus de 600 sinistrés ont été recensés dans le sud de l'île en raison des pluies torrentielles qui se sont abattues ces derniers jours, selon le BNGRC. À Antananarive, 3 maisons se sont effondrées, notamment dans le 2e arrondissement, et une digue a rompu à Pitatafk. Yves Janel. Selon le rapport du BNGRC, 679 ménages ont été sinistrés dans le sud de l'île en raison des récentes pluies. Parmi eux, 203 ménages à Kazouab, 148 à Mrombé et 328 à Betukatsimu. Ces chiffres restent toutefois provisoires, souligne le directeur général du BNGRC, le général Ela Kanjiakadze. Par ailleurs, à Antananarive, 3 maisons se sont effondrées dans le 2e arrondissement, à Mbuitsu et Tarafarch. Une digue s'est rompue à Malazapitatafk, dans la commune d'Anousat-Ouest. Des travaux de réparation des canaux de drainage sont en cours. Les actions préventives menées par la commune urbaine d'Antananarive, en collaboration avec le BNGRC et d'autres responsables, pour nettoyer les canaux avant les pluies, ont porté leurs fruits, selon toujours le DG.
La réhabilitation de la digue de Kiembe dans la ville de Touliar avance normalement. En effet, les travaux sont actuellement achevés à 70%. Reliant plusieurs régions, cette route favorisera le développement économique dans cette localité. Oubra Saman. 70% des travaux de réhabilitation de la digue de Kiembe, longue de 5 km, sont achevés actuellement, d'après le ministre des Travaux publics, Richard Raffitson, lors de sa visite de cette voie rapide dans la ville de Touliar ce week-end. Cette digue présente plusieurs avantages. Non seulement elle va réduire les embouteillages dans cette ville, mais elle contribuera aussi à protéger les quartiers bas de Mahavatse et de Kiembe, qui sont la plupart du temps sujets aux inondations causées par les fortes marées et les pluies abondantes. Cette route qui relie l'aéroport, le port de Touliar, la ville et la RN7 devrait réduire la durée du trajet et les coûts des transports y afférents. Par ailleurs, elle contribuera à favoriser le développement économique de la région en désenclavant et en améliorant la productivité par la mise en valeur de vastes zones agricoles qui produisent d'énormes potentialités non encore exploitées et en développant les échanges et l'accroissement des activités économiques, tant commerciales, agricoles qu'industrielles. La réalisation de cette infrastructure est financée par la Banque européenne d'investissement, ou BEI, à hauteur de 40 millions d'euros. Les travaux sont prévus se terminer avant la fin de cette année. Et puis, les travaux de développement ont commencé dans la commune d'Ivatu après l'investiture officielle du maire jeudi dernier. Ce dernier affirme être ouvert à toute collaboration, surtout avec les autorités gouvernementales. Les détails. Le maire d'Ivatu, Penzranjanarsu, a lancé les travaux de développement de la commune en commençant par l'aménagement de l'arrêt de bus situé près du Fuktan. Il a déclaré que la réalisation des infrastructures promises à la population lors de la campagne électorale sera accélérée. Les travaux de réhabilitation des ruelles débuteront demain selon lui. Il a également affirmé être prêt à poursuivre la collaboration avec l'État pour la mise en œuvre des infrastructures, notamment la construction du lait qui arrive, du nouvel hôtel, etc., dans l'intérêt de la nation. Penzi Ranjanarsu a repris son siège en tant que maire jeudi dernier. Il occupe cette fonction pour un 3e mandat. À l'international, le président américain Donald Trump a suspendu hier sa menace d'imposer une série de sanctions contre la Colombie, la Maison-Blanche assurant que Bogota avait accepté ces conditions pour le rapatriement d'immigrés colombiens expulsés par les États-Unis. France 24. La Colombie a finalement cédé sous la pression américaine. Dans un premier temps, Bogota avait refusé l'atterrissage dimanche sur son sol de 2 avions militaires venus de Californie, avec chacun 80 migrants colombiens à leur bord. La réaction de Washington, une restriction du nombre de visas délivrés dans son ambassade de la capitale colombienne et une augmentation des droits de douane de 25% sur toutes les marchandises importées aux États-Unis. Bogota réplique alors avec l'annonce de droits de douane similaires, mais rétropédale quelques heures plus tard en annonçant un accord avec son principal partenaire commercial. Nous avons surmonté l'impasse avec le gouvernement américain. Dans ce contexte, le ministre des Affaires étrangères, Luis Gilberto Murillo, et l'ambassadeur Daniel Garcia Peña se rendront à Washington dans les prochains jours pour tenir des réunions de haut niveau afin de suivre les accords. Donald Trump a fait de son programme d'expulsion massive l'un de ses arguments phares de campagne. Vendredi, 265 migrants expulsés des États-Unis ont atterri au Guatemala. 88 autres sont eux arrivés au Brésil samedi dans des conditions qualifiées de dégradantes par le gouvernement brésilien. Les plaintes des personnes étaient très sérieuses en raison de violations. Des familles, des enfants, certains autistes ou souffrant d'un handicap quelconque ont vécu des situations très graves dans ce même avion. La Maison-Blanche s'est par ailleurs félicitée cette semaine de l'arrestation de centaines de ce qu'elle nomme des migrants criminels illégaux. Et puis, l'accord de cessez-le-feu au Liban a été prolongé jusqu'au 18 février, ont annoncé les États-Unis, après que des centaines d'habitants du sud du Liban ont tenté de retourner dans leur village hier, certains toujours occupés par les forces israéliennes qui ont tiré dans leur direction et a fait 22 morts selon les autorités libanaises.
France 24. Liban Sud qui a été une nouvelle fois au cœur de tensions, alors que justement le délai fixé pour le retrait israélien a expiré ce dimanche sans que Tel Aviv ne respecte ses engagements. Le gouvernement libanais a donc réaffirmé hier soir son engagement dans l'accord, un accord donc prolongé jusqu'au 18 février grâce à la médiation américaine. Et à cela s'ajoute une nouvelle dimension, c'est l'ouverture annoncée de négociations sur le sort de prisonniers libanais capturés après l'attaque sanglante du Hamas le 7 octobre 2023. Sur le terrain, l'accord de cessez-le-feu supervisé par les États-Unis et la France reste encore fragile. Israël justifie le maintien de ses troupes en accusant le Liban de ne pas avoir respecté toutes les clauses, notamment le retrait total du Hezbollah au nord du fleuve Litani et le démantèlement des infrastructures militaires du mouvement chiite, donc dans la zone frontalière. On s'attend aujourd'hui à de nouveaux retours et la situation, en tout cas sur le terrain, reste très précaire. Le Hezbollah s'est empressé hier soir de proclamer une nouvelle victoire. Vous savez, c'est une rhétorique qui a trouvé écho dans les scènes de centaines d'habitants qui ont bravé hier donc les forces israéliennes pour tenter de regagner leur village. Des images de civils qui brandissaient des drapeaux de la résistance et des photos de martyrs circulent depuis hier sur la toile. Le Hezbollah a donc réaffirmé son attachement à ce qu'il qualifie, ce qu'il appelle d'équation armée-peuple-résistance, une équation donc qu'il a qualifiée de bouclier de la souveraineté libanaise. Mais vous savez, derrière cette communication triomphaliste, se cache une réalité plus complexe. Pour les civils, il s'agit surtout d'une lutte désespérée pour regagner leurs terres et retrouver une vie normale après plus d'1 an de calvaire. Beaucoup vivent encore dans la précarité des centres d'accueil et certains n'ont plus retrouvé leur maison depuis donc plus d'1 an. Pour terminer, c'est le jour J pour les quelques 115 000 élèves de Mayotte qui retournent à l'école à partir de ce jour dans des conditions dégradées par rotation de classe, 1 mois et demi après les ravages causés par les cyclones Chido. France 24. Dans ce supermarché de Mayotte, la rentrée, ça se prépare. C'est les maths, le 5e, les français, le 5e. C'est comme ça que chacun a ce qu'il faut. Près de 2 mois après le passage du cyclone Chido, les 118 000 élèves de l'île devraient peu à peu retrouver les bancs de l'école. J'ai hâte d'aller à l'école. Parce que si je ne fais pas à l'école, je vais pas réussir. Oui, je vais rester à la maison tout le temps. Puis si je ne vais pas à l'école, je vais devenir délinquant. Comme ça. Les élèves sont prêts et motivés jusqu'à s'offrir une nouvelle coupe pour la rentrée. Qu'en est-il des infrastructures? Dans tout le département, plombiers, électriciens et personnels municipaux s'affairent à remettre les établissements en état, en espérant pouvoir les ouvrir au plus vite. Mais les traces de la tempête sont partout et les dégâts encore nombreux. Dans cette école, seules 3 des 8 classes pourront rouvrir. On a le bâtiment en haut où la toiture est complètement enlevée. Par mesure de sécurité, on n'accueillera pas les enfants ici. Il y a l'infiltration d'eau, mais également sur les fenêtres où les baies vitrées sont désolidarisées du mur et les vitres cassées. À Mayotte, plus de 30% des espaces scolaires sont encore inaccessibles aujourd'hui. En attendant un retour à la normale, il va falloir s'adapter. Donc on va organiser des rotations, du tutorat, de l'accompagnement, de l'adaptation des examens et puis beaucoup de ressources numériques et une réorganisation des équipes pédagogiques pour venir en soutien et accompagner chaque élève. Des conditions jugées insuffisantes pour certains enseignants. Plusieurs centaines d'entre eux ont décidé de se mettre en grève pour réclamer des moyens supplémentaires afin d'assurer la rentrée. Bonjour.